Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Vous écoutez l'épisode 14 et face à moi, j'ai réussi à la sortir du confinement de son hôtel particulier. C'est Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va ? Ça va, en vrai, tu sais que j'aimerais bien avoir du temps dans un hôtel particulier pour ne faire que écrire. Pas toi ? Comme Jacques ? Bah non, moi j'écris pas. Donc, enfin bref, on enregistre pile le 31, le jour d'Halloween. Et on a décidé de parler d'un film qui fait peur, apparemment, The Shining, de Stanley Kubrick, pour célébrer avec vous cet Halloween. Alors bien sûr, ce qui est bien avec Stanley Kubrick, c'est que tout le monde le connaît, même si on n'a pas vu ses films. On peut quand même citer des films de Stanley Kubrick, et quelque part, il y a des images de films de Stanley Kubrick qui nous viennent, même si on ne connaît pas ce qu'il a fait. Moi, je sais que 2001, l'Odyssée de l'espace, il est dans ma bibliothèque. Je le regarde à chaque fois que je passe. Je suis sûre que t'as bien aimé l'Odyssée de l'espace. Mais non, je ne l'ai pas déballé en fait. Ah ok. Parce que j'ai pas le courage de m'infliger 3 heures de Kubrick, mais ça, je sais qu'à un moment donné, c'est sûr, ça va arriver. Mais voilà, donc j'ai pas vu 2001 l'Odyssée de l'espace, mais je sais de quoi ça parle, quoi. Je sais qu'il y a un monolithe, je sais qu'il y a une station spatiale, je sais qu'il y a un méchant ordinateur, voilà. Et c'est comme les gens qui n'ont peut-être pas vu Shining, quand on leur parle de Shining, ils pensent à un hôtel, ils pensent à un type qui défonce une porte à coups de hache et qui met son visage dans l'ouverture de la porte. Ils pensent à des flots de sang devant une porte d'ascenseur, etc., etc. Bref, donc le film de The Shining, dont on va parler aujourd'hui, il a plusieurs particularités. Déjà, il est réalisé par Stanley Kubrick, qui est, on va dire, unanimement reconnu comme un des meilleurs cinéastes au monde, notamment parce qu'il est pathologiquement perfectionniste, un peu comme d'autres réalisateurs comme David Fincher ou Jean-Pierre Jeunet, qui sont aussi des grands obsessionnels très soucieux du détail. Potentiellement, dans les films de Stanley Kubrick, rien n'est censé être laissé au hasard. Il y a même des gens qui considèrent qu'il y a au moins 3 de ces films, donc The Shining, Eyes Wide Shut et 2001 l'Odyssée de l'espace, qui pourraient laisser libre cours à toutes les interprétations possibles. Tout ça pour dire que puisque toutes les interprétations sont possibles, on s'est dit qu'on allait bien pouvoir trouver des allusions à la psychiatrie dans un film qui, à la base, voulait être un des films d'horreur les plus terrifiants de son époque quand il est sorti. En tout cas, c'est comme ça qu'il était vendu dans la promo. Bref, de quoi on va vous parler aujourd'hui ? Moi, je reconnais que j'ai quand même pas mal galéré pour trouver des sujets à aborder sur The Shining en rapport avec la psychiatrie qui ne soit pas une analyse psychanalytique. Donc, on a quand même réussi à trouver des choses. On commencera par vous parler de ce dont on ne va pas vous parler, c'est-à-dire toutes les hypothèses d'analyse psychanalytique qui ont existé sur ce film et dont on ne parlera pas parce qu'on n'est pas psychanalyste. Par contre, Laetitia, elle se fera un plaisir de vous parler de l'isolement et répondre à la question « Est-ce que l'isolement peut rendre fou ?» Quant à moi, je vous parlerai de la personnalité pathologique de Jack Torrance. Voilà, et puis on passera surtout du temps, alors un petit peu vite fait pour vous donner notre avis sur le film, et puis surtout on a fait un petit peu plus de recommandations sur le thème d'Halloween et de la peur. Voilà, vous savez tout, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 14, c'est parti. Bonjour Jacques. Vous n'avez pas attendu trop longtemps, j'espère? Oh non, absolument pas. Nous avons eu le temps de manger un morceau. Bon, content que vous ayez pu le faire avant qu'on ferme la cuisine. Bonjour. Votre famille visite les lieux? Non, mon fils a découvert le salon de jeu. On a apporté vos bagages? Ils sont là. Parfait. Vu tout le terrain que nous avons à parcourir dans cet hôtel, je suggère que nous jetions un coup d'œil à votre appartement et que nous commencions tout de suite la visite. Paul, comporte les bagages des Torrance à leur appartement. D'accord. Il faut d'abord que j'aille chercher ma petite famille. Ah. The Shining est un film d'horreur psychologique américano-britannique de Stanley Kubrick, sorti en 1980. Donc il faut savoir qu'il existe 2 versions du film. Une version pour l'Europe qui dure 119 minutes et une version américaine qui, elle, dure 146 minutes.
Perso, j'ai vu la version de 119 minutes, c'était assez long comme ça. Je sais pas laquelle t'as vu, toi. La plus longue. D'accord, bon, bah, t'es bien courageuse. Les 3 acteurs principaux sont donc Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance, Shelley Duvall, qui était l'actrice fétiche notamment de Robert Altman. Elle joue le rôle de Wendy Torrance, et le jeune Danny Lloyd, qui joue le fils de Jack et Wendy, donc Danny Torrance. Le film raconte donc comment un écrivain en manque d'inspiration accepte un poste de gardien dans un hôtel pour la période hivernale. Il emménage avec sa femme et son fils. Et comme l'hôtel est construit sur un ancien cimetière indien, le personnage principal va devenir fou et vouloir assassiner sa famille. Alors, bon, j'ai pas lu beaucoup Stephen King, mais j'ai l'impression que les cimetières indiens, c'est un peu son truc, hein. Moi, je me rappelle, alors j'ai pas lu Cimetière, mais j'étais allé voir Cimetière au cinéma, l'adaptation ciné, la première adaptation. Je crois que c'était le premier film interdit aux moins de 13 ans que j'avais le droit d'aller voir au cinéma. Et ce film, il m'a traumatisé, en fait. J'ai badé pendant 2 jours après avoir vu ce truc. C'est horrible. Donc voilà. C'est marrant. Moi, je l'ai lu, mais je l'ai pas vu. Ah ouais, tu devrais voir la version de l'époque. Parce que le livre est moins badant que le film, je pense. Mais Ah, ça commence, le gamin, il commence par aller enterrer dans le cimetière indien son chat, un son animal, chat mort. ouais. Et le chat, il revient, il est trop flippant, quoi. C'est le chat, le chat qui te saute à la gorge C'est pour genre bouffer et Monsieur tout. Patate version chat patate, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas. Mais en plus, il est trop flippé, quoi. Ouais. Oh là là, et puis le gamin, je comprends pas comment les enfants ils peuvent jouer dans des films pareils, quoi. Je sais pas comment ils font. Ça, on en parlera d'ailleurs. Donc le film est donc The Shining, hein, on revient à The Shining. C'est une libre adaptation du roman du même nom, écrit par donc Stephen King. Et d'ailleurs, Stephen King, lui, a dit publiquement qu'il avait détesté le film, carrément. Je cite, hein, « Le livre est chaud, le film est froid. Le livre finit en flammes, le film finit dans la glace. Et en plus, il est misogyne. » Ouais, du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse littéraire sur... tu dis Stephen King. C'est marrant, moi je dis Stephen. Je le dis à la française, je pense. Stephen King. Tu dis comme tu veux. Stephen King. Donc c'est quand même un sacré auteur. Hein. Il est maintenant âgé de 76 ans. Il a écrit plus de 50 romans et environ 200 nouvelles. Et il continue toujours d'écrire à un rythme assez effréné. Alors après, quantité ne veut toujours pas dire qualité. C'est vrai que pour moi, Shining ou Carrie, c'est des super romans. Jessie aussi. Mais j'ai quand même galéré avec d'autres livres de Stephen King comme Insomnie dernièrement. Je ne vous conseille pas. Où le fantastique est tellement énorme et incohérent que ça devient juste ridicule et ça vient juste gâcher une bonne idée à la base où ça part d'un gars qui dort plus en fait, un peu comme The Machinist. Ah, oui. Sauf que ouais, il dort plus et il commence à délirer, à avoir des trucs de monde fantastique alternatif, mais genre c'est complètement capillotracté, genre c'est waouh. Bon, bref. Ça a l'air sympa, attends. Non, franchement, bon, après voilà, peut-être que d'autres personnes vont aimer, mais moi j'ai eu du mal. Moi j'ai lu Jessie par contre. Jessie, il est bien. Je trouvais ça génial. C'est l'histoire de la nana qui est attachée à Oli. Ouais. C'est trop bon ça. Il y a eu un film d'ailleurs, je crois. Ouais. Qui est nul. Oh, ouais. Tu vois. Bon, en tout cas, il y a eu quand même un avant-après Shining pour lui en tant qu'auteur. Ses livres se sont nettement mieux vendus après ce best-seller, même si c'est Carrie en 1974 qui le fait sortir vraiment de l'anonymat. Donc ces romans, ils sont à la frontière du fantastique, de l'horreur, parfois de la science-fiction, hein, clairement. Mais ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il part toujours d'une situation ou d'un contexte de vie banal à la base. Enfin, une séparation, un décès. Ici, dans Shining, on explore la dégradation d'un système familial, une famille lambda, hein, comme les Torrance. Et il vient ensuite mêler des éléments horrifiques ou fantastiques qui amènent tout le texte dans cet univers-là. Donc ça, je trouve qu'il est vraiment assez fort pour faire ça. Et aussi, ça tient aussi au fait que pas mal de ces intrigues se passent dans le Maine, en Nouvelle-Angleterre. Et c'est intéressant parce que ça participe aussi au fait de parler d'une réalité que Stephen King connaît, de pouvoir rendre en fait l'histoire probable dans un lieu que les lecteurs peuvent imaginer. Le Maine, c'est une région qu'il connaît bien puisqu'il vit là-bas la plupart du temps.
Et puis pour Shining, par exemple, ça se passe dans le Colorado. Et Stephen King a eu l'idée d'écrire Shining dans le Colorado au Stanley Hotel. Donc il y a vraiment des éléments de réalité concrets sur lesquels il s'appuie à la base pour Le rendre Stanley Hotel, comme Stanley Kubrick. Bah écoute, je sais C'est pas si marrant. c'était fait exprès, mais ouais. Donc on peut pas lui retirer que les histoires sont toujours prenantes, il y a des personnages torturés, des univers mystérieux. Voilà, un sacré imaginaire et encore une fois, qui ne s'épuise pas. Moi, je suis admirative sur la productivité d'écrivains comme ça. Donc il sait créer les histoires, il sait les raconter et moi je trouve que voilà, ça, même si on aime ou on n'aime pas, on peut pas lui enlever. C'est vrai que t'as pas parlé de ça. J'en parle dans les recommandations. Ah merde. Figure-toi, dans le spoil. Donc voilà. Sinon, comme d'autres écrivains, il a eu ses périodes difficiles, Stephen, notamment de dépendance à l'alcool et à la cocaïne au début de sa carrière, donc vers 1977, où ses manuscrits se voyaient refusés. Et oui, ça arrive même à Stephen King, et pas qu'à moi. Mais par rapport aux consommations, il est abstinent depuis de nombreuses années après un parcours suivi aux alcooliques anonymes et une révélation religieuse, amen, qui s'ensuit. Oh, d'accord. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse littéraire sur Stephen King. Alors, juste quelques anecdotes vite fait avant qu'on rentre dans le vif du sujet. D'abord, Danny Lloyd, qui joue le petit Danny, en fait, il a tourné qu'un seul film dans sa vie, c'est The Shining. Et d'ailleurs, il n'était pas au courant qu'il tournait dans un film d'horreur, à tel point que pour les scènes un petit peu trop dures psychologiquement, et où il n'avait pas de texte, il était remplacé par une marionnette. Donc il faut savoir qu'il n'a pas fait de carrière dans le cinéma, il est devenu prof de bio. Voilà, ça c'est pour la petite histoire sur Danny. Après, chose intéressante, moi ça m'avait choqué à l'époque, je ne connaissais pas l'anecdote, mais je ne sais pas si tu as vu la première version du film Blade Runner de Ridley Scott qui est sorti en 82, donc 2 ans après le film The Shining. Non. Donc il y a eu des tas de cuts différents pour Blade Runner, et la première version, il me semble, termine... En fait, il faut savoir que tout le film Blade Runner, ça se passe dans le noir, il fait nuit tout le temps, il y a zéro lumière, enfin si, il y a beaucoup d'éclairage, mais il n'y a jamais de soleil. Et cette version-là du film termine, où donc Deckard se quitte, prend la fuite avec sa nana, et on voit sur le générique de fin une voiture qui part dans la nature. Et en fait, ce plan-là, ce qui tranche vraiment avec tout le reste du film, parce que c'est en plein jour, c'est dans des grandes forêts, machin, et bien c'est des plans qui ont été récupérés dans le début du film The Shining. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le film de Ridley Scott, mais ils ont collé cette scène-là à la fin. C'est trop bizarre. Ok. Donc si vous arrivez à mettre la main sur la première version de Blade Runner, vous verrez cette fin un petit peu bizarre en fait. Voilà, on retrouve une voiture jaune qui roule dans la forêt. On se dit qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà, quoi d'autre ? The Shining, ça a été le premier film pour lequel on a utilisé un prototype d'une caméra qu'on utilise maintenant régulièrement au cinéma, ça s'appelle la Steadicam, qui permettait justement de filmer en mouvement sans que ça secoue tout le temps. C'est pour ça que dans le film, en fait, il y a carrément abus sur les travelling, quoi. C'est en permanence, avant, arrière, à gauche, à droite. Voilà, donc il s'amusait avec ce prototype de la Steadicam. Voilà, dernière chose, la photo qu'on voit à la fin du film, sur laquelle est présent Jack Nicholson, est en fait une vraie photo d'époque sur laquelle il a été incrusté. Et petit fait étonnant, c'est que si vous regardez bien sur la photo, personne n'a de verre d'alcool à la main, parce que donc c'est une photo qui a été prise aux États-Unis en 1921 et que pendant cette période-là, c'était la période de la prohibition. Donc tout s'explique. Voilà, c'est tout pour les anecdotes. On va pas en faire 3 tonnes. On va passer directement à la suite. Les hivers peuvent être effroyablement rigoureux et votre tâche essentielle est de faire face à toutes les détériorations qui pourraient éventuellement se produire. Il s'agit avant tout de
faire marcher la chaudière desservant les différentes parties de l'hôtel selon une rotation quotidienne, de réparer les dégâts lorsqu'il y en a, afin que toute l'installation reste en parfait état de marche. Tout ça me paraît très faisable. Physiquement, ça n'est pas une place exténuante. La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement. Eh bien, ça tombe à pic, c'est exactement ce que je cherche en ce moment. J'ai un nouveau très gros roman en préparation et 5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande. C'est une vraie chance, Jacques. Parce qu'hélas, pour certaines personnes, la solitude et l'isolement peuvent poser un véritable problème. Pas pour moi. Votre femme et votre fils, comment ils vont réagir, eux? Ils adoreront. Formidable. Alors avant de commencer, je tenais à dire que le film laisse quand même le champ libre à beaucoup d'interprétations, notamment des interprétations psychanalytiques. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort le plus souvent quand on fait des recherches sur Internet. Et comme ni Laetitia ni moi n'avons de formation psychanalytique, on a décidé de ne pas faire saigner les tympans de nos chers auditeurs psychanalystes avec des théories qui nous dépassent un peu. Mais sachez quand même qu'on aurait pu vous parler alors de la résolution de l'Oedipe de Dany qui arrive à surmonter la castration imposée par son père, mais on n'en parlera pas. On aurait pu vous parler aussi de l'interprétation de la scène de la salle de bain, qui serait en fait une représentation de l'agression sexuelle que Dany a subie par son père, mais ça non plus, on ne vous en parlera pas. On aurait pu vous parler du refoulement et du retour du refoulé. Je ne sais pas ce que c'est. Non, mais c'est ce que j'allais te demander. Tu comprends ce que tu dis ou pas? Non. Ouais. Mais nos amis et collègues psychanalystes sauront tout à fait de quoi on parle et à mon avis trouveront tout à fait du sens dans la métaphore des miroirs dans le film, et notamment sur la question du racisme. Et enfin, on ne vous parlera pas non plus de la culpabilité de Jack d'avoir violé son fils et de la façon dont il utilise le livre qu'il écrit pour refouler son passage à l'acte. Mais je vais plutôt passer la parole à Laetitia qui va nous parler de confinement et d'isolement. Ok. Donc, on est parti à réfléchir sur le thème de l'isolement, puisque dans Shining, Jack et sa famille sont quand même bien seuls au monde et bien paumés pendant l'hiver dans leur hôtel de l'Overlook. Et on s'est dit, mais en fait, ils sont un peu confinés, quoi. Et là, illumination, on va parler du confinement lié à la pandémie de Covid et de l'impact sur les troubles psy. Donc pour commencer, petite distinction, l'isolement social de la solitude. L'isolement social, c'est quelque chose d'assez objectif dans le sens où on parle souvent d'être seul physiquement, en fait, d'isolement physique, du fait de ne pas être entouré. Et c'est plus souvent quelque chose de subi quand même. Que la solitude, ça va être quelque chose de plus subjectif, ça va être plus de l'ordre du sentiment, du ressenti de la personne, plus de l'ordre du psychologique. Donc dans le confinement, en tout cas le premier en 2020 qui fut le plus strict et le plus long, on retrouvait ces deux composantes chez beaucoup de personnes, donc l'isolement et le sentiment de solitude. Donc pour parler un peu de ça, je vais utiliser 2 articles. Le premier, c'est un article de... alors attention... Désolée pour les noms. Drogo, Jensen et Laprevotte en 2021 dans la presse médicale Formation. C'est une revue de la littérature sur l'impact du confinement chez les personnes qui souffrent de maladies mentales. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'ils démarrent un petit peu la revue de littérature en disant que n'y a pas que les personnes qui souffraient déjà de maladies mentales qui ont été impactées par les effets du confinement et de son isolement. Donc ils disent que le confinement en lui-même, ça a participé à cette détresse, et ça a exercé une pression sur la santé mentale des personnes ne souffrant pas de troubles mentaux, parce que ce confinement-là et donc cet isolement-là, il a provoqué de l'ennui, de l'inquiétude, de la peur, de l'anxiété pour soi et pour ses proches, donc de l'isolement et parfois même de l'exclusion. Les premiers résultats des études suggérait que plus de 25% de la population générale présentait des niveaux modérés à sévères de symptômes anxieux en réponse à la pandémie de Covid. Donc déjà, c'est pas rien.
il parle aussi du fait qu'il y a des symptômes qui ont été majorés, donc qui ont été augmentés pendant le confinement, et notamment à cause de troubles du sommeil importants, et encore une fois, même en population générale, même des gens qui n'avaient pas forcément des troubles du sommeil avant, ont pu développer ce genre de troubles liés à un changement de rythme ou à l'émergence de facteurs de stress. Donc 2 éléments très présents pendant le confinement. Et ces 2 éléments-là, ils sont connus pour majorer les symptômes anxieux, dépressifs, la prise de risque ou l'impulsivité. Donc ils disent que selon le réseau Morphée, il y a une étude qui a été faite qui soulignait cette tendance donc, de troubles du sommeil en population générale, toujours, où 47% des participants, donc c'est énorme, 47% des participants... 1 sur 2, quoi. 1 sur 2, voilà, merci, rapportaient moins bien dormir pendant le confinement. Donc pour faire un petit lien par rapport au film, par rapport à Shining, c'est vrai que Jack, il décompense un peu progressivement, mais ça, je trouve qu'il y a un peu une progression qui est parallèle au fait qu'il dort plus. Il y a une augmentation de l'impulsivité, il est encore plus déprimé, il est encore plus parano, et tout ça, c'est renforcé aussi par le fait qu'il trouve plus le sommeil, en fait. Donc en fait, Stanley Kubrick, il avait déjà anticipé ce qui allait se passer pendant le Covid. À tous nos amis complotistes. Nos auditeurs complotistes. En tout cas, il y a eu des facteurs aussi liés au confinement qui ont favorisé une potentielle décompensation psychiatrique, donc des personnes qui n'avaient pas forcément développé de troubles mentaux avant, qui ont été favorisées par certains facteurs du confinement, parce que, comme je le disais, c'était un contexte favorisant pour les symptômes de stress aigu, de troubles du sommeil plus fréquents, plus sévères, et tout ça, ça a pu jouer dans les décompensations. Après, je ne vais pas détailler forcément toutes les différences selon les pathologies qui sont abordées dans l'article, parce que ce serait un petit peu lourd, mais j'ai trouvé que ce qui était dit par rapport aux troubles psychotiques, c'était intéressant parce que dans l'article, en fait, il disait que ces personnes-là qui souffraient déjà de ces pathologies-là auraient été préservées de l'impact du confinement. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de données sur le sujet, donc je ne sais pas si c'est super fiable, parce qu'en fait, ces personnes-là, la plupart du temps, elles sont un peu dans une sorte de confinement un peu permanent. Il y a quand même un repli social plus important de base. Il parle de la population étudiante aussi, dans cet article, qui est touchée par le développement de symptômes psychotiques. Et le dernier article, pour parler de l'isolement et du confinement, c'était pour faire un point sur les addictions, en fait, parce que c'est un petit peu mon rayon. Et donc, j'ai utilisé l'article de Mangin, je ne sais pas si on dit Mangin ou Manguin, qui est aussi une revue de littérature qui date de 2020, qui a été publiée dans l'Encéphale. Et par rapport aux addictions, donc il a été dit que pendant le confinement, en fait, les patients dépendants, c'est vrai qu'ils étaient en grande difficulté parce que ceux qui consommaient des drogues illicites, ils pouvaient plus forcément être acheminés correctement. Donc il y en a qui se sont clairement retrouvés à un sevrage forcé. Et à l'inverse, on avait toujours accès aux drogues licites comme l'alcool ou les médicaments, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que l'alcool, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées amenées à majorer leur consommation et qui se sont retrouvées du coup vraiment isolées des systèmes de soins avec un grand sentiment de solitude. Donc ça a vraiment été compliqué. On l'a vraiment ressenti en sortie de confinement dans les XAPA, dans les centres d'addicto. Parce que ça tout le monde le sait, mais les produits psychoactifs, c'est quand même un remède assez fréquent quand on s'ennuie ou quand on est seul. Il y a pas mal d'usagers de cannabis aussi qui parlent de faire passer le temps plus vite. C'est vrai que dans le confinement, on avait plutôt tendance à vouloir faire en sorte que le temps passe plus vite parfois. Oui, c'est vrai, mais ça, j'entends très souvent. Très souvent. Oui, notamment par rapport aux consommations de cannabis, quoi. Ouais. Je fume parce que je m'ennuie ou je fume pour faire passer le temps. Ouais. C'est vraiment une fonction très très fréquente. Donc là, pendant le confinement, d'autant plus, quoi. Et puis, il y a eu une majoration aussi des consommations parce que le fait de se retrouver dans son environnement familial, dans son environnement social et dans son environnement familial, ça fait que c'est des facteurs qui peuvent aussi aggraver
l'addiction. Donc, bon, l'isolement, c'est un facteur parmi d'autres, mais voilà, c'était quand même important d'en parler. Et un dernier petit point sur les violences intrafamiliales, qui ont été quand même exacerbées, qui sont souvent exacerbées d'ailleurs pendant les périodes épidémiques. En France, du coup, alors c'est le Journal du Dimanche, qui date du 12 avril 2020. Excellente référence. Hyper scientifique, qui a révélé... Ah non, mais nous, on est à la pointe. Hein. Y a pas... je l'avais pas ça, je l'ai raté, celle-là, Journal du Dimanche. Ok. Non, mais vas-y, continue. Oh, c'est dans l'article. Ça sera pas coupé au montage. Non, ça. mais c'est dans l'article, hein, je te ferai dire. Alors, Ah bon, d'accord. Le tout, c'est de le dire avec aplomb, mais le Journal du Dimanche, donc je le répète, le 12 avril 2020, a révélé une augmentation importante des signalements pour violences conjugales auprès des services de police. Donc quand même plus 30% de signalements. Et le nombre d'appels, vous savez, au numéro pour les enfants qui sont victimes de violences, donc le 119, il a lui aussi augmenté de 20%. Donc les chiffres, ils sont déjà hyper impressionnants et donc, ouais, il s'agit là que de signalements. Donc on imagine aussi toutes les situations qui n'ont pas pu être relevées ou détectées. Donc c'est quand même énorme. Dans Shining, même s'il y a d'autres raisons que l'isolement, clairement dans les passages à l'acte violents de Jack, d'autant qu'on sait, je crois que j'en parle un petit peu après, on sait que y a eu des passages à l'acte violents déjà avant l'Overlook. On voit quand même que tout au long du film, il y a une espèce d'escalade de la violence permise, entre guillemets, par le fait qu'ils sont complètement seuls et démunis, sans aide possible autour d'eux. Wendy, je vais t'expliquer quelque chose. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Tu saisis? Oui. Bien. Établissons une règle. Toutes les fois que je suis ici et que tu m'entends taper, ou que tu ne m'entends pas taper quoi que je sois en train de foutre ici, quand je suis ici, ça veut dire que je travaille. Ça veut dire n'entre pas. Tu crois que tu peux te mettre ça dans la tête? Bien, et ben moi maintenant je vais vous parler de la personnalité de Jack Torrance. Alors c'est un peu difficile de catégoriser exactement la personnalité de Jack. Bon, après plusieurs visionnages, j'aurais tendance à penser qu'on est plutôt devant un cas de personnalité qu'on appelle narcissique. Alors selon le DSM-4, parce qu'apparemment la personnalité narcissique elle a été retirée du DSM-5, pour le DSM-4, la personnalité narcissique, c'est un sujet qui a un sens grandiose de sa propre importance, c'est-à-dire qui surestime ses réalisations et ses capacités. C'est un sujet qui a des fantasmes de pouvoir, de succès, de splendeur, qui pense être spécial et unique, et qui ressent le besoin d'être admiré et qui pense que tout lui est dû. C'est aussi quelqu'un qui va avoir tendance à exploiter l'autre pour arriver à ses fins. Ça, c'est des critères qu'on peut retrouver avec... Ah oui, j'ai oublié le manque d'empathie. C'est des critères du DSM-4 de la personnalité narcissique. À la différence du DSM-4, la personnalité narcissique, elle est répertoriée différemment dans la classification internationale parce qu'elle est classée plutôt dans les troubles de la personnalité non spécifiques. C'est-à-dire que c'est pas un trouble de la personnalité bien défini clairement avec des critères comme ça peut être le cas pour le DSM-4. Il faut savoir que c'est une personnalité qui prédomine plutôt chez les hommes et qu'elle concerne environ 0,4% de la population. Donc dans le film, Jack, lui, il est plutôt présenté comme quelqu'un qui, évidemment, a une haute estime de lui. On ne sait pas trop quel genre d'écrivain il est. Alors je crois qu'aussi dans son entretien d'embauche, il précise qu'avant, il était professeur et il s'est reconverti comme écrivain. Voilà. Mais quand on l'écoute, on a l'impression qu'il doit écrire un best-seller, quoi. Et que, grosso modo, passer 5 mois dans un hôtel luxueux qui habituellement accueille des célébrités, c'est exactement le genre de lieu qui conviendrait à son talent, quoi. Donc voilà, haute estime de lui, donc ça colle. Évidemment, il manque d'empathie. Alors ça, c'est presque le truc qui ressort le plus et qui pourrait presque le faire confondre avec une personnalité psychopathique.
Alors il y a plusieurs exemples dans le film, on va pas tous les citer, mais bon. Ce qui est assez frappant, c'est au début du film, quand ils font le trajet en voiture pour arriver jusqu'à l'hôtel avec sa famille, et qu'ils ont une discussion sur le cannibalisme dans la voiture. Donc lui il parle de ça à son fils comme si c'était tout à fait normal, et c'est sa femme qui est obligée de lui faire remarquer que c'est déplacé de parler de cannibalisme à son fils. De même, lorsque Wendy, à un moment donné, elle vient le voir en larmes parce que son fils lui a dit qu'il s'était fait agresser dans la chambre 237, tout ce qu'il trouve à lui répondre, c'est tu serais pas devenue folle toi aussi, ce qui ça est clairement un manque d'empathie. Après, en ce qui concerne le fantasme de succès, hein, la scène où il se dispute avec Wendy dans la chambre est assez caractéristique aussi. Il lui dit, je cite, c'est bien ta manière de soulever un problème le jour où finalement j'ai la chance d'accomplir quelque chose. Jusqu'ici, je t'ai laissé foutre en l'air ma vie sans rien dire, mais crois-moi maintenant, je te laisserai plus la foutre en l'air. Voilà. Donc au final, Jack va pas jusqu'à cocher toutes les cases de ce qu'on appelle un pervers narcissique, mais des fois on est quand même pas loin. Souvent le pervers narcissique, lui, va plutôt chercher à dévaloriser sa victime pour se mettre en avant lui. Il a des remarques du style « t'es quelqu'un de bien, mais parfois tu me tires vers le bas » ou alors « si je vais mal, c'est à cause de toi ». Ça, c'est plus des choses qu'on retrouve chez les pervers narcissiques. Le pervers narcissique, il tend à amplifier et à faire alterner chez l'autre les regrets et les peurs. Donc parmi les attitudes ou les comportements qu'on va retrouver chez les pervers narcissiques, il y a ce qu'on appelle le mimétisme, pour donner l'illusion à l'autre d'un accord parfait. Il y a aussi ce qu'on appelle le cloisonnement des relations, pour que on ne puisse pas recouper les mensonges qu'il peut faire. Il y a l'auto-valorisation et la dévalorisation de l'autre, c'est un peu ce que je disais, on se met en valeur au détriment de l'autre en le rabaissant. Le principe d'autorité, ça aussi, c'est couramment utilisé pour s'imposer dans les échanges, du style non mais là je peux pas discuter avec toi maintenant, tu vois bien que je suis occupé. Les autres stratégies, ça peut être aussi l'induction, c'est-à-dire l'art de suggérer à l'autre une idée, ou alors carrément l'inhibition de la pensée critique de l'autre. Voilà, il y en a plein d'autres stratégies. Enfin bref, tout ça pour dire que on pourrait retrouver des traits pervers dans le discours de Jack, notamment dans la fameuse scène de l'escalier, lorsqu'il assène à Wendy tout un tas de questions rhétoriques, lorsqu'il se fait passer pour une victime. Mes responsabilités à moi, est-ce que tu t'en es déjà soucié, ou lorsqu'il rabaisse carrément Wendy, quand il dit t'as eu toute ta chaîne de vie pour réfléchir, tu crois que 5 minutes vont te suffire maintenant. Voilà, ça, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a des traits pervers là-dedans. Mais bon, au final, on ne retrouve pas chez Jack tous ces signes évocateurs, enfin tous les signes qui traduisent une certaine manipulation. Parce que le pervers narcissique, sa vocation, c'est plutôt de manipuler l'autre, de l'instrumentaliser dans son propre intérêt. Là, ce qui est la principale... Ce qui n'est pas le cas pour Jack, en fait. Parce que Jack, lui, il pense surtout à lui, mais il ne va pas chercher volontairement à instrumentaliser l'autre ou le rabaisser pour se mettre en valeur. Sauf que des fois, ça dérape. Donc on reste dans la personnalité narcissique, sans que ça tourne au pervers narcissique. T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités? Y as-tu vraiment songé? Réponds! T'approches pas de moi! Pourquoi? Je veux juste retourner dans ma chambre. Pourquoi? Oh non. Je sais plus où j'en suis. J'ai besoin d'être seule pour pouvoir réfléchir. Tu as eu toute ta foutue chienne de vie pour t'exercer à réfléchir. Tu crois que 5 minutes de plus vont te suffire maintenant? Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 2 points intéressants dont il nous paraissait important de parler dans le film. Maintenant, on va vous donner un peu notre avis plutôt sur le film. C'est moi qui vais commencer. Sachant que c'était un petit peu difficile pour moi de devoir critiquer un film d'un réalisateur qui est reconnu comme un génie du cinéma. Après, je considère qu'en tant qu'œuvre d'art, on peut être sensible ou non à un film. Donc... m'en voulez pas si je suis un peu dur avec le film. Enfin, moi, personnellement, je me suis un peu ennuyé en voyant ce film. J'ai même dû parfois aller faire des pauses pour faire autre chose, parce que c'était
C'était un peu trop pour moi, quoi. Alors bon, probablement que je suis passé à côté du message, hein, parce que déjà c'est un film qui m'a pas fait peur. Kubrick a beau être quelqu'un d'ultra brillant, hein, il a fait d'autres films que j'ai beaucoup appréciés. Mais bon, comme tout le monde, il n'est pas à l'abri des faux raccords, hein. Certains peuvent être, on va dire, volontaires. Alors, on pourrait parler de l'autocollant du nain simplet qui disparaît de la porte de la chambre de Danny après la première manifestation du Shining. Ok, ça déjà, pour l'avoir remarqué, il faut être super balèze. Par contre, les chaises qui s'en vont d'un plan à l'autre, la machine à écrire qui change de couleur ou le motif de la moquette qui change de sens, voilà, ça, je suis pas sûr que ça soit fait vraiment exprès par le réalisateur. Mais bon, bref. Il y a carrément des gens qui sont allés, j'ai vu ça dans des vidéos sur YouTube, des gens qui sont carrément allés jusqu'à faire des plans de l'hôtel Overlook et qui montrent que si tu suis les chemins que tu as pris par le personnage, tu retombes pas sur les bonnes pièces en fonction des mouvements qu'ils font, quoi. Et qu'il y a même des pièces qui probablement n'existent pas. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que le souci du détail, il va jusqu'à un certain point, mais bon, voilà, il faut remettre le film aussi dans son contexte. C'est un film des années 80. Il y avait quand même pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, donc on peut quand même excuser certaines choses. Après, bon, je dis ça comme si j'étais en école de ciné et que j'avais dépioté le film. Mais bon, bref, il fallait que je m'occupe en regardant le film. Alors du coup, mon regard a dû être attiré par ces trucs-là, mais bon. Enfin bon, voilà. Pour moi, c'est un film d'époque qui a quand même mal vieilli, hein. On peut pas dire ça de tous les films de Stanley Kubrick, mais bon. J'ai vu il y a pas longtemps Barbie, tu vois, le film de Greta Gerwig qui est une ode au féminisme, voilà, qui est un film qui se veut hyper progressiste, tu vois, un truc comme ça. Voilà, donc là, avec The Shining, là, on voit que c'est pas du tout l'ambiance, hein, dans les années 80. La pauvre Shelley Duvall qui joue Wendy, c'est insupportable de voir à quel point elle est reléguée au rôle de potiche, quoi. Elle est en larmes tout le temps, elle crie, enfin voilà, et puis elle est vraiment victimisée tout au long du film, quoi. Donc j'ai trouvé ça quand même vachement violent. D'ailleurs, l'actrice, hein, elle disait que c'était quand même vachement compliqué pour elle. Elle était parfois même carrément sadisée par Stanley Kubrick sur le plateau. Enfin bon, elle était limite au bord de la dépression parce qu'elle savait que chaque jour, elle allait devoir pleurer, quoi. Donc elle a passé tout le tournage à pleurer. C'était un tournage affreux pour elle. Bon, lui, Nicholson, il cabotine à mort, hein, il surjoue la folie à fond, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il se donne au maximum. Bon, voilà, rien de plus à dire par rapport à ça. J'ai bien aimé quand même l'esthétique et les couleurs. Bon, je reconnais que The Shining, comme tous d'ailleurs les autres films de Kubrick, c'est quand même des films exigeants, quoi. Tu peux pas t'asseoir dans ton fauteuil de ciné et te dire ok, c'est cool, je vais passer un bon moment, je vais mettre mon cerveau de côté et puis je vais kiffer, quoi. Mais bon, pourquoi est-ce que c'est exigeant? Parce que bon, voilà, tu peux pas vraiment t'identifier au personnage et tu sais que de toute façon, tu vas devoir te forger ta propre interprétation du film. Donc ça va te demander une réflexion et peut-être même de revoir le film plusieurs fois pour comprendre quel est le message, trouver ton message à toi, puisque le message de Stanley Kubrick, enfin, chacun voit le message qu'il veut, en fait, hein. Enfin bref, voilà, pour moi, regarder The Shining, ça a été comme me taper 4 heures de dissertation en salle d'études. J'étais pas prêt. Ouais, bah j'avoue que je suis un peu choquée par la violence de ton avis sur Shining, mais comme tu dis, on a tous des sensibilités différentes, donc je comprends. Mais bon, encore une fois, je pense que tu as des goûts qui ne sont jamais raccords avec la plupart des gens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais c'est toujours étonnant. Alors moi, du coup, j'ai regardé la version américaine de Shining, donc la plus longue de 2h20 environ. Courage. Ouais, bah j'ai pas fait gaffe en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, mais paradoxalement, je me souvenais pas que Jack devenait ouf aussi rapidement. En fait, dans le film, il est déjà quand même un peu tapé avant d'arriver à l'Overlook, hein. Alors j'ai lu le livre Shining, ça fait un bail, donc je me rappelais plus vraiment les différences, mais il y en a quand même effectivement des balèzes et des notables, notamment le fait que dans le livre, Jack se fait posséder en quelque sorte par les forces de l'hôtel,
Mais avant de venir à l'Overlook, avant d'habiter ce lieu, il n'est pas encore un gros pervers violent égocentré. C'est vrai que dans le film, c'est suggéré quand même qu'il y a des forces surnaturelles dans le... des fois c'est montré clairement avec le fantôme, ou cette nana un peu bizarre qui sort de la baignoire, machin, ou avec les fantômes dans la salle de bal, je sais pas si on peut appeler ça des fantômes, l'espèce de vision comme ça du passé, mais il y a une particularité dans ce film, c'est qu'il n'y a aucun fil électrique, aucune prise de courant nulle part, et pourtant il y a de l'électricité. Et ça, c'était la façon dont Kubrick voulait suggérer que finalement tout l'hôtel était alimenté par une espèce de force spirituelle, quoi. Je n'avais pas remarqué ça. Non, mais personne n'a remarqué. À part les gens qui ont regardé le film 50 fois. Genre, t'as regardé 50 fois? Non. Alors, en tout cas, Jack, en fait, il a depuis longtemps des problèmes d'alcool aussi. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans la version américaine, donc que j'ai vue, il y a une scène qui est également présente dans le livre. Et cette scène, apparemment, elle ne figure pas dans la version européenne. En fait, il s'agit d'une scène où Danny semble malade après avoir vu une vision d'horreur montrée par son ami imaginaire Tony. Et une femme, médecin, vient l'ausculter, le voir chez eux. Wendy se retrouve après en aparté avec elle et elle lui confie que cet ami, Tony, est apparu peu de temps après un accès de violence sous alcool de Jack, où il a tiré fort sur le bras de Danny et tellement fort qu'il lui a déboîté, en fait. Et du coup, cette scène-là, elle fait pas partie de la version américaine, et je trouve que en tout cas, moi, ça m'a questionné sur la censure chez nous d'éléments qui pourraient être un peu gênants ou un peu perturbants. Et bon, ça reflète aussi le fait que Kubrick, il a refait un peu l'histoire à sa sauce. Et en fait, toute la partie de l'histoire relationnelle, finalement, de cette famille Torrance, il l'a complètement zappé. Et puis, dernière différence avec le livre, comme tu disais, donc la fin, comme disait Stephen King, la fin du film est froide. Jack finit effectivement congelé dans le labyrinthe. Et la fin du livre est chaude, spoil, puisque Jack finit brûlé parce qu'il fait sauter la chaudière, en fait, il fait tout sauter. Il y a un petit clin d'œil vite fait à la chaudière dans le film, où tu vois Wendy juste inspecter 3 boutons sur la chaudière. Voilà. Oui, c'est tout. Dans le livre, ça va un peu plus loin. Et pour info, il y a eu une suite au roman de Shining. Le livre s'appelle Dr. Sleep, sorti... Faut préciser ou pas que c'est pas un sous-vêtement? Petite dédicace au précédent épisode, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour tous nos auditeurs fidèles. Donc Dr. Sleep, il est sorti il y a 10 ans, donc en 2013. On y retrouve le petit Danny Torrance, donc qui n'est plus petit, mais qui a gardé ses dons télépathiques et extrasensoriels. Alors j'ai pas aimé cette suite, donc je vais pas la conseiller. Mais voilà, il y a une suite qui existe. Et donc, bref, pour revenir au film, hormis effectivement le côté très caricatural de Wendy qui est assez agaçant, moi j'aime bien l'adaptation de Kubrick. Alors, elle ne respecte pas le livre, mais bon, j'ai envie de dire, chacun fait bien les adaptations qu'il veut. Les plans de l'hôtel sont magnifiques, l'ambiance est là. Alors pour l'époque, je trouve que tu le regardes aujourd'hui, t'es encore mal à l'aise. En vrai, il y a un côté glauque, un peu malsain, que Kubrick a su faire passer sans être dans l'excès, sans être dans le trop. C'est ce que tu appelles le côté kitsch. Ça, c'est vachement malsain, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve que les personnages et les quelques hallucinations de Danny, elles suffisent, en fait. Je trouve que par rapport aux films horrifiques de maintenant, c'est rare. On sait plus trop faire de films un peu à tension qui représentent des cauchemars crédibles. Sans monstres, sans créatures, sans trop de gore ou de sang, ou des zombies possédés super clichés. Donc j'aime bien ce film aussi parce qu'il arrive quand même à me faire un peu flipper sans tout ça. Voilà. Il y a Ari Aster qui fait ça très bien avec oui, Beau is Afraid. Oh, j'ai cru que tu allais dire Midsommar. Non. Ah si, ouais. Non, oui, Midsommar était pas mal. C'est bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. On va passer aux recommandations alors.
Monsieur Torrance, je vois que vous ne vous êtes pas occupé du travail dont nous avions parlé. Inutile de me le rappeler, Monsieur Grady. Je redresserai la situation aussitôt que je serai sorti d'ici. Est-ce bien certain, Monsieur Torrance? Je me le demande. J'avoue que j'en doute. Moi et bien d'autres en sommes venus à croire que le cœur n'y est pas. Que vous manquez d'estomac pour le faire. Donnez-moi encore une chance de prouver le contraire, Monsieur Grady. C'est tout ce que je demande. Votre femme paraît être plus solide que nous l'imaginions, Monsieur Torrance. Beaucoup plus. Pleine de ressources. Il me semble qu'elle vous a damé le pion. Pour le moment, Monsieur Grady. Seulement pour le moment. Alors, c'est moi qui commence avec d'abord un documentaire justement sur le film de Shining, un documentaire qui est sorti au cinéma et qu'on doit pouvoir trouver, je pense, en VOD, qui s'appelle Room 237, Room 237, sorti en 2012 et qui propose des interprétations, alors on va dire plus ou moins délirantes, de 5 narrateurs différents, qui sont des gens, alors on les voit jamais face caméra, c'est juste des voix off, voilà, qui sont rajoutées sur des images du film ou du tournage, etc. Et où ces 5 narrateurs expliquent leur interprétation du film de Shining. Donc on y trouve de tout, donc c'est pas inintéressant, mais bon voilà, il y en a qui te parlent de théories conspirationnistes, comme par exemple le fait que Stanley Kubrick ait tourné un faux alunissage pour le gouvernement américain. Le principal argument des gens qui défendent cette théorie, c'est que le petit Danny, à un moment donné, il porte dans le film un pull avec écrit Apollo 11 dessus. Voilà, et que ça serait un aveu flagrant de Stanley Kubrick qu'il a tourné un faux alunissage. Voilà. Il y a d'autres théories comme ça, comme quoi le film cacherait des messages sur la Shoah ou sur le massacre des Indiens d'Amérique. Bon voilà. Donc c'est des gens qui ont complètement dédié leur vie à ce film. C'est-à-dire que vraiment, il y a un souci du détail il y a un souci, mais c'est limite malsain. Bon, mais voilà, il y a des théories qui se défendent et des théories que c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, voilà, si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez vraiment creuser le sujet du film de Shining, vous pouvez regarder Room 237, ça vous intéressera. Maintenant, si vous cherchez plutôt une analyse un peu intelligente, enfin non, je vais pas dénigrer ce que disent les gens dans Room 237, mais c'est pas l'idée, mais une analyse, on va dire, plus académique, voilà, de The Shining. Vous pouvez voir une vidéo sur YouTube qui est une conférence de Laurent Vachaud, qui est scénariste, dialoguiste et critique, et cette conférence s'appelle « La double narration dans The Shining ». C'est super intéressant, ça dure un peu plus d'1 heure, je crois. Et voilà, avec des petites séquences de films à analyser à l'appui, où vraiment il explique vachement bien le cinéma de Kubrick, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ce film, et voilà, des interprétations qu'on peut faire de certaines scènes qui tiennent à peu près la route. Même si encore personne ne sait vraiment quel était le message de Kubrick dans ce film. Voilà, il a pris le roman de Stephen King et il en a fait vraiment une adaptation à sa sauce, quoi. Et ça, on peut pas en vouloir à Stephen King de dire que j'ai pas lu le bouquin, mais apparemment il a dit quand même le rapport avec le livre est quand même vachement lointain, quoi. Ah oui, très lointain. Voilà, autre recommandation, on a dit qu'on allait passer un petit peu plus de temps sur les recommandations, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu séché sur les sujets en rapport avec le film à proprement parler, mais bon, puisque c'est Halloween, on va parler un peu d'horreur,
et notamment de jeux vidéo, parce que moi j'aime bien les jeux vidéo, hein, vous savez. Je voulais vous recommander la série des jeux Silent Hill. Alors évidemment, je suis sûr que tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui auraient envie de redécouvrir cette série qui existe depuis la fin des années 90, c'est donc ce qu'on appelle un survival horror, produit par Konami, et qui a des itérations, je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes depuis la fin des années 90, et qui a comme principale source d'inspiration des films comme des films de Kubrick, des films comme L'échelle de Jacob, des films d'Hitchcock, des films de Lynch. Il y a des références aussi à la littérature, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, on l'a dit, ou même dans le style graphique à des artistes comme Bacon ou Giger. Donc, on est dans cette ambiance-là glauque, et ce qui est particularité, parce que ce qui est particulier, je veux dire, c'est que dans chaque épisode, le personnage se retrouve plus ou moins par accident dans cette ville un peu mystérieuse de Silent Hill, qui est une ville paumée au milieu de nulle part, où souvent il règne une espèce d'épais brouillard comme ça. Et justement, le personnage qui se retrouve là se retrouve pas là par hasard. C'est un personnage qui a un passé qu'on connaît pas et qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Et si vous voulez, Silent Hill représente un peu une espèce de purgatoire dans lequel le héros doit en quelque sorte expier ses péchés. C'est ultra flippant, c'est vraiment de l'horreur à la japonaise, je trouve, qui est très différente de l'horreur américaine, vachement gore, tout ça. J'ai rarement flippé en jouant à un jeu vidéo, et les Silent Hill, pour le coup, ça marche vachement bien sur moi, plus que des Resident Evil, par exemple. Voilà, il faut savoir quand même que ce jeu vidéo Silent Hill, il a été adapté au cinéma par un Français, Cocorico, Christophe Gans, qui travaille d'ailleurs sur un autre film, Silent Hill, là, qui devrait sortir prochainement. Et c'est un des rares réalisateurs quand même qui a réussi à faire une adaptation, on va dire, potable de jeux vidéo au cinéma. Parce que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, on en connaît, il y en a un paquet, et en général, c'est quand même des grosses catas qui sont souvent assez caricaturales, qui rendent pas forcément hommage au jeu, et qui en plus souvent font des flops, quoi. À part peut-être, il y a la saga Resident Evil de Paul W.S. Anderson qui a une quantité d'opus incroyable. Je ne sais même pas combien il y en a, je crois. Je n'ai même pas dû arriver au bout du premier, moi, tellement ça m'avait gonflé, mais voilà. Et, donc c'est le mari de Mila Jovovich. Donc Mila Jovovich, elle joue dans tous les films Resident Evil, qui sont donc les adaptations du jeu vidéo. Voilà. Donc moi, c'est pas trop mon kiff, mais par contre, Silent Hill, en plus, je crois que là, ils vont faire un remaster, enfin une réadaptation des premiers opus qui sont vraiment fabuleux, avec des personnages. Je te dis vraiment dans quel esprit tordu ça a pu être inventé. Il y a un personnage qui s'appelle Pyramid Head. C'est un peu le gros méchant sur lequel tu dois absolument pas tomber dans Silent Hill, sinon tu meurs direct. Une espèce de gros gars baraqué qui traîne une espèce de hache qui pèse 50 kilos et qui a un espèce de grand chapeau en forme de pyramide métallique, et on voit qui remplace sa tête en fait. Ouais. Bon, t'as pas l'air emballé comme ça. Non, je connais pas bien, mais c'est les... Non, Silent Hill, donc je me prononce pas, c'est parce que je connais pas bien. Voilà, et puis bon, je terminerai quand même par recommander certains films de Polanski. Alors, qu'on aime ou pas le personnage, il a quand même fait des films assez incroyables sur des thèmes de la psychiatrie. Je pense qu'on sera amené quand même à faire des épisodes. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des épisodes sur ces films-là de Polanski, parce que c'est incroyable la façon dont il a quand même bien compris la pathologie mentale, et il arrive à la mettre en scène et à retranscrire quelque chose qui quand même pourrait ressembler quand même beaucoup à ce que c'est la pathologie mentale en réalité. Je pense notamment à Répulsion, ça c'est un vieux film des années, je crois que c'est dans les années 60, j'ai pas la date exacte, mais avec un des premiers rôles de Catherine Deneuve,
qui joue une patiente schizophrène qui vit avec sa sœur et qui, lorsque sa sœur va la laisser seule à la maison parce qu'elle part avec son copain en vacances, eh ben, Catherine Deneuve va décompenser sa schizophrénie toute seule dans l'appartement. C'est à la fois terrifiant et on ne peut pas imaginer les angoisses qu'on peut ressentir quand on souffre d'une pathologie comme la schizophrénie, mais voilà, on se dit que si c'est ça, ça doit être vraiment abominable, quoi. Pareil, il a fait aussi un film sur plutôt la psychose paranoïaque, un film qui s'appelle Le Locataire, qui est aussi un film génial sur un type qui développe une parano sur tous les voisins de son immeuble. Et puis le troisième film, c'est Rosemary et Baby sur le thème de la grossesse, de l'accouchement et de la psychose qui peut en découler. Ça, c'est... voilà. Et si vous avez 3 films de Polanski à voir qui ont un rapport avec la psychiatrie, regardez ces 3 films-là. Bon, voilà, on n'est pas sur du feel-good, mais bon, c'est Halloween, hein. Bon, allez, je te laisse la parole, j'ai assez parlé. Alors, moi, pour continuer dans les recommandations, je voulais quand même parler des films Ça, dont tu as parlé tout à l'heure. Moi, je pensais au bouquin, moi. Ouais. Le livre Ça, écrit par Stephen King, il sort en 1986. C'est la première fois qu'un roman, au premier tirage, fait 1 million d'exemplaires. Donc, c'est juste énorme. Et du coup, Ça, le premier film, il sort en 2017. Et le chapitre 2, il sort en 2019. Donc, c'est plutôt récent. Je les ai pas vus, ça fait partie des films qui sont emballés dans ma bibliothèque et que j'ai pas déballé. Tu m'as dit parce que t'avais peur. C'est vrai que souvent je suis tout seul pour regarder des films et du coup j'ose pas, mais bon. Du coup, c'est un réalisateur argentin du nom d'Andrés Muschietti qui a réalisé les films. Donc ça parle de... Alors, ça parle... Ça fait appel en tout cas à certaines phobies, notamment la phobie des clowns. Il y a beaucoup de personnes qui ont quand même réagi par rapport au clown qui est vraiment flippant. Alors ça porte un nom, ça s'appelle la coulrophobie. Coulrophobie, phobie des clowns, peur excessive et irrationnelle des clowns. Les troubles phobiques, donc comme vous le savez sûrement, c'est des peurs intenses, déraisonnables et persistantes de situations spécifiques, de circonstances ou bien d'objets. La peur de la situation ou de l'objet va déclencher de l'anxiété et de l'évitement. Alors dans les phobies recensées, il y a quand même des trucs assez improbables parce que je me suis mis à rechercher ça, évidemment. Donc il y a la phobie des fruits. C'est vrai que ça, j'ai déjà entendu ça, la phobie de certains fruits selon la couleur ou la texture. J'ai jamais connu quelqu'un qui faisait devant des fraises ou des bananes, mais ça existe. Moi j'ai connu une patiente comme ça. Ah ouais. Ouais. Ça doit mais c'était pas... Enfin, je pense que c'était pas forcément dans un contexte de phobie classique, on va dire. Ok. Ouais, parce qu'après, je me dis, c'est handicapant vite fait, tu vois. Si t'as une phobie des mirabelles, je pense que tu peux mener ta vie quand même assez bien. Mais bref, ça porte quand même un nom, ça s'appelle la carpophobie, la phobie des fruits. Et moment glamour, il y a quand même une phobie du papier toilette qui s'appelle la papétolétophobie. Voilà, à ressortir en soirée si jamais. Il y a quand même des phobies improbables. Moi je le dis, la phobie d'utiliser des mots trop longs. Je t'ai lancé, ouais. Je sais pas si je vais réussir à le dire, quoi. C'est l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Ouais. Non, mais c'est du foutage de gueule, je pense. Non, ça fait 36 lettres. Ça, si tu mets ça au Scrabble, je pense que là, c'est... T'as pas assez de lettres. T'as pas assez de lettres. Voilà, si tu veux faire une variante du Scrabble où tu mets des tablettes comme ça avec 30 lettres. Voilà. C'était ma petite contribution à tes phobies. Donc voilà, après les films un autre film, bon là c'est vraiment l'instant vulnérabilité parce que c'est un peu un des films de mes premières frousses. Je sais pas si tu l'as vu ce film Gothica. Ouais, c'est pas le meilleur Kassovitz. J'avais oublié que c'était lui, qui est sorti en 2003, donc il y a 20 piges quand même. J'avais dû le voir quand j'étais au collège du coup, si mes calculs sont bons. Et c'est vrai que John Carroll Lynch qui joue le shérif, moi il m'avait fait flipper ce gars. Mais il n'y avait pas Robert Downey Jr. là-dedans ?
Iron Man. Peut-être. Je l'ai refoulé, peut-être. Ah ouais, C'est possible. en Gothica, je regarde. Je me souviens que du shérif et de Halle Berry, qui est super dans son rôle de médecin psychiatre. Et elle se retrouve en fait... elle se retrouve elle-même enfermée dans l'unité psychiatrique dans laquelle elle travaille à la base. Ah mais si, il y a Robert Downey Jr., il y a Penelope Cruz. Mais il y a plein de gens dans ce film. Ah ouais, Halle Berry. Franchement, Ouais, Halle Joel Berry, Caroline, elle est incroyable, je trouve. Bon, il m'avait bien fait flipper ce film. Voilà, je ne l'ai pas revu depuis. Et enfin, dernière recommandation, forcément pas un livre, de Franck Tilliez, ou Franck Tilliez, je sais jamais comment on dit, moi je dis Tilliez, qui est paru en 2013. C'est un auteur super connu dans le domaine du thriller. Je parlais d'auteurs prolifiques, mais lui c'est vraiment impressionnant le nombre de livres qu'il écrit aussi. Et Puzzle, en fait, c'est l'histoire d'un jeu, d'une chasse au trésor qui se passe dans un ancien hôpital psychiatrique, pour rester dans le thème. Une chasse au trésor qui va s'avérer plus dangereuse que prévu, voire mortelle. Voilà, mais c'est un super livre. Et ben voilà, on aura essayé de parler un peu de Shining quand même si on n'aura pas fait que ça dans cet épisode. On aura meublé avec pas mal de trucs à côté, mais bon, allez, on nous en voudra pas, c'est Halloween. Nous après, on part faire la teuf en soirée Halloween, n'est-ce pas ? Ouais, bah vous voyez pas, mais on est déguisés en fait. Ouais, carrément. Non, pas du tout, hein, malheureusement. On va rentrer chez nous. Bah, moi, je vais manger, je vais me coucher après une journée de consulte épuisante. On pourrait jouer le jeu. Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, @maséancedepsy. Si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler, mais vous pouvez surtout en fait dialoguer avec Laetitia sur notre page Facebook, qui est finalement l'endroit le plus simple et le plus interactif pour discuter avec des vieux comme nous, enfin surtout comme moi. Parce que Laetitia, toi tu es encore jeune. Merci. On a un compte Instagram sur lequel je ne vais jamais. Et aussi pour ceux qui n'ont pas d'application de podcast, les épisodes sont... j'essaye de les mettre régulièrement sur YouTube. Voilà, il n'y a pas d'image, mais il y a le fichier en audio. Voilà, la prochaine fois, nous parlerons du film... on va rester dans des films encore bien gays. Hein, Requiem for a Dream de mon poteau Darren Aronofsky. Qui fait des films bien. Alors je l'ai vraiment pas vu celui-là, donc ça va être une découverte pour moi, mais ça va être l'occasion, ça va être l'occasion pour toi de donner libre cours à toute ton expérience sur le domaine de l'addictologie, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, ça parle un petit peu de ça. Ouais, un petit peu. Voilà. Avec Jared Leto, alors peut-être que... Moi je trouve que c'est un bon acteur, Jared Leto, mais qui on confie des mauvais rôles. Alors peut-être que dans celui-là, ça lui convient bien. Voilà, donc si vous avez des films qui parlent de psychiatrie et qui sont un peu feel-good aussi, moi je suis preneur, on en a, mais dans notre petite liste. Mais c'est vrai, je sais pas pourquoi on est attiré vers des films comme ça, un petit peu glauques. Mais bon. Donc voilà. On est ouvert à toutes les propositions. Écoutez, on termine là-dessus. Sur ce, on vous dit donc à bientôt. Et bien sûr, on va terminer sur une musique du film The Shining. Une musique forcément un petit peu glauque. Mais d'ici là, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous. Salut à tous. Donc comme ni moi, ni Laetitia, on vous l'a dit, on a de formation psychanalytique, on a décidé de ne pas faire saigner les tympans de nos chers auditeurs psychanalystes avec des théories qui nous dépassent un peu. Donc, nous gonflent. Ouais. Tu pourras couper. Non, je pourrais pas couper ça. Tu fais chier là. On a un petit...
bref, il parle de la population étudiante aussi, dans cet article, qui est touchée par le développement de symptômes psychotiques, en lien avec des troubles anxieux. Tu pourras supprimer cette partie, c'est pas clair. Arrête de me faire ça, parce que moi, après, Pardon. je vais galérer. Donc ça, je suis désolé, mais je vais la laisser. C'est vrai ? Ah, Bon, bah je suis désolée si vous avez rien compris à ce que j'ai dit avant.